Alors donc, pour vous présenter, brièvement les règles, du bon déroulement de ce webinaire, je vous invite à couper vos micros pour que ça se passe, bien. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse, je vous invite à couper vos caméras. Vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le chat et puis on aura des temps de questions-réponses où on pourra reprendre, vos questions et y répondre. Seuls les intervenants sont invités à prendre la parole pendant ce webinaire. Et pour nous présenter un petit peu, moi je m'appelle Margot Fayoès-Macedo, je suis donc psychologue et chargée de projet à l'IREPS de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc je suis Anne Terrel, je suis psychologue et chargée d'études donc au pôle développement, recherche, évaluation de l'IREPS BFC. Nous sommes vos animatrices pour ce webinaire et donc bienvenue à ce webinaire pour promouvoir la santé mentale des étudiants. Margot, peux-tu me confirmer que Mathilde Delaune de l'ARS est bien parmi nous? Oui, je peux te confirmer. Super, alors c'est parti. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Et du coup, pour lancer ce webinaire, je vous propose quelques mots d'introduction. Donc, j'invite Mathilde Delaune hop, pardon, à prendre la parole. Donc, Mathilde Delaune, chargée de mission à la direction de la santé publique. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Anne, n'hésitez pas à me faire un signe si ce n'est pas le cas, parce que je fais. Ouais, c'est un petit peu haché. Ouais. Je serai très rapide. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être nombreux et nombreuses à ce premier webinaire de promotion de la santé mentale pour les étudiants. On est très content du nombre de répondants. Ça prouve, si besoin était de le prouver, que voilà, la santé mentale est un sujet qui parle à beaucoup de monde, d'actualité, avec de vrais besoins pour les opérateurs et partenaires que vous êtes. Donc voilà, merci d'avoir répondu présent et de participer. Je vous laisse entre les mains de l'IREPS pour la présentation du référentiel et par la suite des actions qui ont été menées. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Le nombre, voilà, on n'est quand même pas autant que prévu, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a de la place pour toutes vos questions et je n'en doute pas des échanges très riches. Merci à tous. Merci. Donc, ce webinaire pour vous présenter le nouveau référentiel promouvoir la santé mentale des étudiants. Donc, les objectifs de ce référentiel sont de doter les réseaux de l'enseignement supérieur de balises communes en matière de santé mentale étudiante, de les soutenir dans l'adoption d'une véritable approche systémique, on y reviendra au cours de ce webinaire, une approche systémique de la santé mentale, et enfin de faire des établissements d'enseignement supérieur des lieux donc propices au développement d'une santé mentale positive. Ce document contient une définition des notions clés qui sont rattachées au concept de santé mentale, l'explication des facteurs de risque et de protection qui vont venir influencer la santé mentale des étudiants, également un état des lieux de la santé mentale des étudiants dans l'enseignement supérieur, et bien sûr la description d'actions prometteuses de prévention et promotion de la santé mentale étudiante. Donc ce document sera téléchargeable. Margot va vous insérer le lien de téléchargement dans le chat. Alors, je vous propose de commencer par poser des balises communes en matière de santé mentale étudiante, tout simplement en vous invitant à prendre une minute de réflexion pour identifier quels sont les 2 premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez le terme santé mentale. Donc, je vous laisse donc une minute pour réfléchir simplement aux premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez le terme santé mentale.
je vois que certaines personnes commencent à partager dans le chat. Donc, vous pouvez aussi penser à ces mots simplement à l'esprit. C'est sympa d'avoir vos retours comme ça en direct. Anne, ton micro est fermé. Merci beaucoup. J'ai voulu couper une interférence et je me suis coupée moi-même. Merci à tous pour vos échanges. Je vois qu'il y a beaucoup de participation, de termes liés au bien-être. Alors, c'est intéressant. On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs de la prévention et de la promotion derrière les écrans. J'ai vu également beaucoup de termes liés plus à la dimension de mal-être, à la déprime, à l'anxiété. Souvent, quand on pose cette question aux gens, on a plus souvent des termes justement liés aux troubles psychologiques, donc à la dépression, à l'anxiété, au suicide. Il faut dire que pendant des années, la santé mentale a été définie, c'était une définition issue de la tradition médicale, et donc la santé mentale était conçue un peu comme un seul et unique continuum allant d'une bonne santé mentale à une mauvaise santé mentale ou maladie mentale. Aujourd'hui, on considère la santé mentale comme un concept bidimensionnel, c'est-à-dire qu'on a bien une dimension de maladie, de souffrance. Donc cette dimension, elle va englober tous les symptômes de souffrance de faible intensité. Ça peut être, par exemple, une tristesse passagère, de l'irritabilité. Donc des symptômes de faible intensité à ceux de haute intensité qu'on connaît mieux dans le langage commun. Et donc, ils correspondent à des symptômes de niveau clinique comme un épisode de dépression majeure. Mais donc la santé mentale, ce n'est pas que cette dimension de maladie, de souffrance, c'est également une dimension de santé, de bien-être. Et cette dimension-là, elle va englober tous les facteurs de bien-être émotionnel, par exemple les émotions positives, la satisfaction de vie, des facteurs de bien-être psychologique comme l'autonomie, l'acceptation de soi, et également des facteurs de bien-être social, tels que le fait de se sentir intégré ou de contribuer à son environnement social. Ce qu'implique ce modèle bidimensionnel de la santé mentale, c'est qu'en fait, on peut ne présenter aucun symptôme de souffrance sans pour autant être dans un état de bonne santé mentale ou de santé mentale positive. À l'inverse, on peut présenter un trouble psychologique et si la personne est accompagnée ou bénéficie d'un traitement, elle peut présenter une bonne santé mentale. Alors la santé mentale, elle n'est pas figée, c'est un état d'équilibre, entre les défis, les obstacles qu'une personne va vivre dans son quotidien et les ressources qu'elle a pour y faire face. Et donc cet état d'équilibre, il va varier du bien-être au mal-être, et vice-versa, tout au long de la vie d'un individu, en fonction des défis qu'il vit et des ressources, qu'elles soient internes, telles que ses compétences d'adaptation, ses compétences psychosociales, ou externes, telles que son soutien social, pour y faire face. Et cet état d'équilibre, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il va être influencé par un certain nombre de facteurs. Ces facteurs, on les appelle des déterminants. Donc, ils peuvent être d'ordre personnel ou individuel, tels que les caractéristiques biologiques, telles que le genre, nos compétences, nos ressources personnelles, nos comportements et habitudes de vie.
Ils peuvent être socio-relationnels, tels que la famille, le niveau de soutien social dont on bénéficie, le fait de vivre des discriminations, la stigmatisation, et enfin, ils peuvent être plus larges, au niveau plus macro, au niveau socio-économique et environnemental, tels que la qualité de son logement, l'accès à la nature, l'accès aux services de soins, bien sûr, et les difficultés financières ou le travail rémunéré. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que certains de ces facteurs sont fixes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer, tels que nos caractéristiques biologiques, alors que d'autres sont malléables. Et dans une perspective de santé publique, c'est important d'identifier les facteurs sur lesquels on peut agir, donc les facteurs malléables, pour soit modifier leur impact négatif, donc le diminuer, ou renforcer leur impact positif sur la santé mentale. Et donc, c'est tout l'objet des actions de prévention et de promotion de la santé mentale qui visent à la fois à réduire les facteurs de risque et à renforcer les facteurs protecteurs de santé mentale. Alors, qu'en est-il de la santé mentale des étudiants? Je vais vous inviter de nouveau à prendre une minute de réflexion personnelle en vous posant deux questions. Quelle est selon vous la prévalence des problèmes de santé mentale dans la population étudiante? Et pour ceux qui souffrent d'un problème de santé mentale, quelle part d'entre eux bénéficie d'un traitement? Alors, merci à tous et à toutes pour vos commentaires. Donc, j'ai eu plusieurs chiffres, c'est un peu compliqué à évaluer. Il y a beaucoup de données qui sortent dans les médias. Donc, je vous présente aujourd'hui les résultats les plus fiables d'enquêtes qui ont été faits au niveau international sur une vingtaine d'universités, 14 000 étudiants. Aujourd'hui, c'est à peu près un étudiant sur 3 qui souffre d'un trouble de santé mentale. On va dire que sur 10 étudiants, il y en a 3 qui présentent un trouble de la santé mentale et 1 qui, en plus, présente des comportements ou des idées suicidaires. Donc voilà à peu près les pourcentages qu'on observe dans la population étudiante. C'est environ 18% qui présentent une dépression majeure, 17% des idées et comportements suicidaires, environ, pareil, 17% un trouble anxieux généralisé et environ 9% un trouble lié à la consommation de substances. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près 75% des troubles psychologiques vont apparaître avant l'âge de 25 ans. Et donc, parmi ces jeunes qui présentent un trouble, seul un étudiant sur 4 va bénéficier d'un traitement dans l'année. Alors, pourquoi les étudiants sont si vulnérables en termes de santé mentale? Pourquoi c'est une population particulièrement à risque de développer un trouble de la santé mentale? Donc, une nouvelle fois, je vous invite simplement à faire des associations, à vous rappeler de cette période de vie, ou simplement penser à ce concept de vie étudiante, à cette population étudiante. Quelles caractéristiques vous associez à cette période de vie? Quels sont les premiers mots qui vous viennent quand vous entendez le terme vie étudiante ou population étudiante?
Parfait. Merci encore pour votre participation. Donc, beaucoup de commentaires liés à la transition, l'autonomie, la précarité, l'orientation, la pression. Donc, en effet, la vie étudiante, elle est caractérisée par de nombreux défis et facteurs de stress. C'est tout d'abord une étape de transition, c'est l'âge de la transition vers l'âge adulte. Donc, au niveau individuel, déjà, il s'agit d'une période où le jeune va être amené à construire son identité, va gagner en autonomie et va faire face à de nouvelles responsabilités financières, par exemple. Cette transition, elle s'accompagne de changements aussi neurobiologiques. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la phase de l'adolescence. L'adolescence, aujourd'hui, on considère que c'est 12 à 25 ans, c'est-à-dire que le cerveau est encore en maturation. Je pense notamment au cortex préfrontal qui va finir sa maturation vers l'âge de 25 ans. C'est le lieu dans le cerveau qui permet aux jeunes d'affiner ses jugements, d'apprendre à contrôler ses impulsions, ses émotions. Donc tous ces changements sont encore en train de se faire et le cerveau n'est encore pas complètement mature. Donc il y a aussi cette transition-là. Au niveau familial et social, c'est une étape également de changement, hein. De nombreux jeunes vont quitter leur foyer familial, quitter leur cercle d'amis pour aller dans un nouvel endroit, un nouveau lieu d'études. Donc ça a créé de nouveaux horizons, mais ça implique de devoir s'intégrer, créer de nouveaux liens. Donc c'est déjà cette étape de transition-là. À ça se rajoute l'entrée dans l'enseignement supérieur. L'entrée dans l'enseignement supérieur, ça s'accompagne de changements de méthode de travail. Ce sont des rythmes et des façons d'apprendre qui sont spécifiques à l'enseignement supérieur et qui diffèrent complètement du milieu scolaire auquel était habitué l'étudiant. Bien sûr, à ça se rajoutent certaines particularités de l'enseignement supérieur avec une certaine exigence des matières enseignées, parfois un climat de compétition qui règne dans certaines filières, une certaine charge de travail. Il y a aussi un élargissement des cercles sociaux, c'est-à-dire qu'on se retrouve, par exemple, à l'université dans une multitude d'autres étudiants, donc on peut se sentir vraiment perdu dans la masse. Donc, on a vu le mot isolement, solitude sortir dans le chat, donc ça peut être également un effet. Donc, tout ça, ce sont de nombreux défis. L'enseignement supérieur, c'est ponctué également de phases de transition, où on va passer de la licence au master, du master au doctorat. À chaque fois, ça implique des changements de réseau, des changements de façon de travailler. Donc, ça sollicite encore une fois hautement les capacités d'adaptation. Et puis, tout au long de son cursus, de son parcours, l'étudiant va vivre des périodes hautement anxiogènes, comme les périodes d'examen, les soutenances ou encore les phases de sélection. On pense souvent à la première année de sélection en médecine, mais c'est le cas également des passages de licence au master ou encore de master au doctorat. Donc, une multitude de défis que va rencontrer l'étudiant, hein, en termes de méthode de travail, d'échéance, d'appréhension, d'incertitude par rapport à son orientation, par rapport à sa future insertion professionnelle. Donc, il y a un gros package de facteurs de stress qui vont mettre à mal la santé mentale des étudiants, car on l'a vu, la santé mentale, c'est un état d'équilibre entre défis vécus et ressources. On l'a vu également, la santé mentale, elle est influencée par un certain nombre de facteurs. Ces facteurs vont potentiellement avoir un impact négatif sur la santé mentale des étudiants. Or, de nombreux étudiants vont cumuler, en plus de la multitude de défis qu'on vient d'énoncer, un certain nombre de facteurs de risque. Et donc, ils vont devoir composer encore avec des défis supplémentaires. Donc, je vous ai pris quelques exemples, mais vous retrouverez l'ensemble des facteurs de risque et de protection dans le référentiel. Donc, par exemple, on sait au niveau personnel et individuel que l'activité physique est un facteur très protecteur de la santé mentale. Or, les études nous montrent que c'est une population plutôt sédentaire et que environ 1 étudiant sur 10 qui est donc complètement inactif, c'est-à-dire qui ne respecte pas les recommandations de pratique physique recommandées, hein, de 30 minutes par jour. On sait qu'environ 4 étudiants sur 10 ne pratiquent pas d'activité physique,
qu'environ les étudiants passent environ 8 heures par jour dans des comportements sédentaires et 5 heures devant les écrans. Donc, c'est un premier facteur de risque que peuvent rencontrer les étudiants. D'autre part, on a vu l'étudiant est confronté à de nombreux défis qui vont solliciter ses capacités, ses compétences d'adaptation. Or, on sait que de nombreux étudiants ne possèdent pas les compétences d'adaptation nécessaires pour bien vivre sa vie d'étudiant, et faire face à ces défis. Donc, ces compétences d'adaptation, on les appelle aussi compétences psychosociales, c'est-à-dire nos compétences à savoir comprendre et gérer le stress, nos émotions, à avoir conscience de soi, de ses forces, de ses limites, à savoir prendre des décisions responsables, à savoir créer des liens sociaux, les maintenir, les entretenir, savoir demander de l'aide, on l'a vu, c'est d'une importance cruciale quand il s'agit de santé mentale, ou encore savoir communiquer de façon constructive, savoir exprimer ses besoins, ses émotions. Certains jeunes peuvent être porteurs de handicap physique, d'handicap cognitif ou psychique, appartenir à une minorité de genre, ethnique, liée à l'orientation sexuelle. Or, on sait que ces jeunes vont être plus souvent victimes de discrimination ou de violence, et ça va avoir un impact important sur leur santé mentale. Donc, je vous ai pris juste une stat pour illustrer. C'est le nombre de tentatives annuelles de suicide chez les femmes de 16 à 20 ans. Et donc, ça atteint à peu près les 3% chez les jeunes femmes hétérosexuelles et ça monte à 14% chez les jeunes femmes homo ou bisexuelles. On retrouve bien sûr ça sur d'autres communautés et d'autres appartenances. Au niveau plus socio-économique, environnemental, vous l'avez dit, oui, le terme précarité est associé à la population étudiante. C'est en effet une population assez précaire qui souvent, dans de nombreux cas et de plus en plus souvent, doit cumuler un travail en plus de ses études. Donc on sait que pour 60% de ces étudiants, c'est un job occasionnel ou régulier, qui exerçait moins d'un mi-temps. Et pour 40%, ça va carrément être un travail dit concurrent des études, c'est-à-dire que ça représente en temps de travail supérieur à un mi-temps. Généralement, ces jobs, on peut parler de travail alimentaire, c'est vraiment pour subvenir à ses besoins et ce n'est pas lié au domaine d'études. Et on sait que quand ce travail est concurrent et non lié au domaine d'études, ça représente un défi vraiment supplémentaire à gérer et ça a un impact négatif sur la santé mentale des étudiants. Enfin, on le sait, il y a une vraie problématique de recours aux soins dans cette population étudiante. Selon les différentes données qu'on a, c'est environ 50 à 70% des étudiants qui présentent des symptômes de détresse psychologique, des symptômes de problèmes de santé mentale, qui ne vont pas consulter. Donc ça, c'est les résultats d'une enquête qu'on avait conduite en 2021 auprès des étudiants de Bourgogne-Franche-Comté. On leur avait dit simplement, en cas de difficulté d'ordre psychologique, émotionnel, qu'est-ce que vous faites? Et donc, à l'époque, 60% des étudiants nous avaient répondu « attendre que ça passe ». Environ 50% se dirigent préférentiellement vers un ami, et on le verra, ça a toute son importance, les pairs, quand il s'agit de santé mentale étudiante. 20% environ cherchaient de l'aide sur Internet, et seulement 7% à l'époque nous avaient répondu consulter un psychologue. Alors, les membres de la population étudiante doivent pouvoir accéder à des interventions en santé mentale adaptées à leurs besoins et également offertes au moment opportun. Donc, pour soutenir la population étudiante dans la diversité de ses besoins, on l'a vu, c'est vraiment une population hétérogène. Ces interventions, elles doivent s'inscrire dans un continuum qui va de la promotion de la santé mentale à l'intervention auprès d'étudiants qui ont des problèmes de santé mentale ou des troubles psychiatriques, et ça en passant également par la prévention ciblée des étudiants qui peuvent être plus à risque de développer un trouble, que ce soit en raison de facteurs individuels, sociaux ou environnementaux, comme on l'a vu, c'est le fameux facteur de risque ou déterminant. Donc, les différents documents de cadrage, la littérature scientifique nous amènent vraiment, quand il s'agit de promouvoir la santé mentale des étudiants, d'adopter une vraie approche systémique de la santé mentale.
Cela nous a amené à identifier trois grands axes d'intervention pour soutenir la santé mentale des étudiants. Donc, le premier axe visera à créer un environnement favorable à une santé mentale positive dans les établissements d'enseignement supérieur. Cela peut passer par la promotion du bien-être et l'adoption d'habitudes de vie saines, d'habitudes de vie favorables à la santé. Ça passera par le fait de favoriser l'inclusion, la diversité, l'égalité des chances et donc de combattre les discriminations. Et également, il s'agira de favoriser le sentiment d'appartenance à la communauté étudiante et de soutenir l'engagement étudiant. Alors, comment promouvoir le bien-être et l'adoption d'habitudes de vie saines? Donc, ça passe déjà par la promotion du bien-être. Ça peut prendre la forme d'espaces de santé bien-être, par exemple d'activités au centre des SUAPS, d'activités détente, de sports liés à la relaxation, comme le yoga, le tai chi, les activités de relaxation. Ça peut être des ateliers, des cours santé sur la nutrition, le bien-être, des séances d'ostéopathie, des massages des fois proposés par des étudiants kinés. Il y a une multitude de propositions qui existent au niveau national. Ça peut prendre la forme de newsletters, de workshops santé et bien-être qui traitent de divers sujets. Ça passe à la promotion d'habitudes de vie saines par l'alimentation. Donc, ça peut passer par la création, par exemple, d'épiceries sociales et solidaires. La force de ce type de dispositif, c'est à la fois de proposer une offre alimentaire qui est diversifiée de qualité, donc permettre l'accès à des produits frais, des fruits et légumes, à des personnes ayant des difficultés économiques. Donc en fait, à la fois, on promeut une alimentation saine, tout en répondant à des problématiques de précarité. Donc ça peut passer également par des ateliers cuisine animés par des diététiciennes ou encore par l'amélioration de l'offre des restaurants universitaires. On peut également promouvoir l'activité physique et les mobilités douces, par exemple en installant des parcs à vélo couverts, en proposant des cycles vélo-école ou de remise en selle, ou encore, on a vu que certains établissements proposaient même une aide financière à l'achat d'un vélo pour favoriser cette pratique. Il est essentiel également pour les établissements d'enseignement supérieur de développer les espaces végétalisés qui sont des véritables lieux de vie pour la communauté étudiante, donc qui favorisent le lien, le partage social, mais qui ont également, on le sait, la nature a un impact important sur la santé physique et mentale des populations. Donc ça peut passer par la création d'îlots de biodiversité, par la suppression des zones goudronnées au profit d'espaces plus naturels, ou encore par la création de jardins partagés sur les campus. Il y a de nombreux campus qui se sont engagés dans la création de ce type de jardins, qui ont également des effets multiples en termes d'accès à la nature, en termes de lien social, et bien sûr, ça peut également avoir un effet sur la promotion d'une alimentation saine. Enfin, promouvoir le bien-être, c'est également prévenir et réduire les risques en milieu festif. Donc certains établissements peuvent proposer des ateliers pour aider les étudiants. Il y a même des sites internet pour aider les étudiants à gérer leur soirée de manière responsable. On peut mettre à disposition également des étudiants relais, des étudiants pairs en soirée pour accompagner les événements, pour que chaque événement se déroule au mieux. Ou encore créer des dispositifs mobiles pour aller à la rencontre des étudiants, leur proposer écoute, conseils, matériel de réduction des risques et voire aide pour rentrer chez soi. Créer un environnement favorable, c'est également favoriser l'inclusion, la diversité, l'égalité des chances et combattre les discriminations. Donc ça passe essentiellement par un changement de pratique ou l'adoption de pratiques pédagogiques favorables. Donc ça peut être des formations ciblées sur certains types de handicap pour modifier et adapter ces pratiques d'enseignement. Par des dispositifs également de lutte contre le harcèlement, les discriminations. Donc encore une fois, ça peut être de la sensibilisation, de la formation, par exemple sur les questions de genre, de transidentité, ce type de thématique. Ça peut également aller jusqu'à la création de cellules d'intervention, de signalement de violence, d'écoute et d'accompagnement. Enfin, un environnement favorable, c'est également favoriser le sentiment d'appartenance à la communauté étudiante. On l'a vu, l'isolement est une vraie problématique. Et ça passe également par le soutien de l'engagement étudiant. Donc l'engagement qui peut être associatif ou solidaire. Pour favoriser ce sentiment d'appartenance,
c'est aussi développer des actions visant à améliorer l'intégration des étudiants étrangers. Donc, je sais qu'en région, par exemple, on a un dispositif qui s'appelle l'arbre à palabres, qui sont des temps d'échange, des temps de parole entre étudiants étrangers, donc pour faciliter cette intégration, ce lien social. Il est important de valoriser l'engagement associatif. Vous le verrez dans le référentiel, nombre d'actions à destination de la santé mentale des étudiants sont portées par des associations étudiantes. Donc, il y a vraiment un double intérêt à valoriser cet engagement. Ça peut également, le fait de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté étudiante peut passer par le développement d'emplois étudiants, par exemple de tutorat dans une logique d'accompagnement, ou d'emploi d'étudiants relais santé dans une perspective de prévention. Donc ça, c'est une piste pour soutenir l'engagement étudiant à la fois en luttant contre la précarité étudiante. Enfin, soutenir l'engagement étudiant, ça peut être de favoriser leur participation pour concevoir les leviers d'amélioration de leur vie étudiante, de leurs conditions de vie étudiante. Et ça a été par exemple fait en région Bourgogne, hein, c'est les consultations Rencontres vers le futur, qui étaient vraiment des temps d'échange, de rencontres, de consultation avec les étudiants pour les amener à envisager des améliorations à leur vie étudiante, des pistes d'amélioration. Un deuxième axe visera à favoriser le développement des connaissances et des compétences en matière de santé mentale, que ce soit à la fois dans les membres, les personnels des établissements d'enseignement supérieur et à la fois chez les étudiants eux-mêmes. Donc pourquoi cet axe? L'objectif, c'est vraiment de prévenir l'apparition des symptômes de détresse et des troubles psychologiques. Donc pour cela, on visera à développer des actions de sensibilisation et de déstigmatisation autour de la santé mentale. On pourra également proposer des actions visant le développement des compétences d'autogestion, d'adaptation des étudiants. Et enfin, il s'agira de renforcer les capacités à répondre aux premiers indicateurs de mal-être. Donc les actions de sensibilisation, de déstigmatisation de la santé mentale, elles peuvent prendre la forme de festivals, d'événements autour de la santé mentale, hein. C'est par exemple le cas des semaines autour de la santé mentale. Ça peut prendre la forme de podcasts, de capsules vidéo réalisées par des étudiants concernés par un trouble de santé mentale. Également, il y a eu beaucoup de diversité avec le numérique. On peut proposer des escape games, des mini-séries, des différentes campagnes de sensibilisation qui peuvent être très intéressantes de faire créer ces outils par les étudiants eux-mêmes. Pour renforcer les compétences d'autogestion et d'adaptation des étudiants, les établissements d'enseignement supérieur peuvent déployer des programmes de prévention basés sur les données probantes. Donc généralement, ces programmes sont des cycles d'ateliers qui sont proposés soit en ligne, soit en présentiel, et qui vont s'appuyer sur des pratiques validées, que ça peut être les pratiques de pleine conscience liées à la psychologie positive, des pratiques réutilisant les thérapies cognitivo-comportementales ou encore les approches d'acceptance et d'engagement. Donc ça va être des cycles d'ateliers pour renforcer les compétences, les capacités de résilience des étudiants, leurs compétences d'adaptation. Développer ces compétences d'autogestion, ça peut aussi passer par le tutorat d'accompagnement. Donc je sais que certains établissements d'enseignement supérieur vont proposer des cycles de tutorat qui peuvent être soit proposés par des professionnels du corps enseignant, soit par des étudiants eux-mêmes. Et là, on visera, on va dire, à développer les compétences essentielles pour bien vivre sa vie d'étudiant, pour réussir sa vie étudiante. Ça peut être des ateliers autour du apprendre à apprendre, comment organiser son temps de travail, comment développer une bonne hygiène de vie, on va dire, propice aux révisions, en mettant l'accent sur le sommeil et l'activité physique, par exemple. Donc ça va être un ensemble, pareil, d'ateliers thématiques autour de thèmes essentiels, on va dire, pour réussir sa vie étudiante. Et donc enfin, il s'agira de renforcer la capacité des personnels administratifs, du corps enseignant et des étudiants eux-mêmes de répondre aux premiers indicateurs de mal-être. Donc bien sûr, il s'agit d'utiliser, de déployer toutes les formations premiers secours en santé mentale. Donc ce sont des formations
qui vise à développer les compétences à reconnaître les signes et symptômes précoces de problèmes de santé mentale, à savoir parler aux personnes en détresse et bien sûr à savoir les orienter vers les ressources et services appropriés. Je citerai également le site internet Je peux en parler, qui est un site qui a été développé par l'association Nightline, une association d'étudiants pour les étudiants. Et donc ce site, il vise également à renforcer les compétences des jeunes à soutenir, accompagner un jeune en détresse, en mal-être, comment lui parler, où l'orienter. Donc voilà, ce type de compétences. Enfin, bien sûr, promouvoir la santé mentale des étudiants, c'est renforcer l'accès aux soins. Donc il s'agit d'une part d'élargir, de diversifier l'offre de soins en santé mentale à destination des étudiants, de référencer les dispositifs existants, référencer et réorienter les personnes vers les bonnes ressources, et enfin, bien sûr, prévenir et diminuer le risque suicidaire chez les membres de la population étudiante. Alors la diversification de l'offre de soins, elle peut passer par la création de lignes d'écoute, par la proposition de consultations sur des horaires, on va dire, plus accessibles aux étudiants, par exemple des consultations en soirée ou par des téléconsultations, donc des consultations en ligne. Je cite bien sûr dans ce cadre l'association Aptitude qui propose dans certains établissements d'enseignement supérieur les Apsi Hours, donc qui sont des consultations en soirée. Donc généralement, ils ont un local, une salle dans les résidences universitaires. C'est financé par le Crous. Et donc ça permet aux étudiants d'avoir accès à des consultations gratuites en soirée. Et ils proposent aussi donc le dispositif Apsi Line, qui sont des téléconsultations. Ça peut également diversifier ou en tout cas renforcer l'offre, passer par le recrutement de psychologues pour les établissements qui ne sont pas équipés de services de santé universitaire. Et ça passe également par une meilleure coordination, on va dire, des soins de santé à l'intérieur de l'établissement de l'enseignement supérieur, une meilleure coordination entre ces services de santé-là et les services de santé en ville. Donc typiquement des relais efficaces avec les CMP, avec les maisons des adolescents, qui sont une première porte d'accès, un pilier qui accueille les jeunes jusqu'à 25 ans. Donc c'est important de développer la coordination entre ces différents acteurs pour permettre d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de santé, de la prévention à l'hospitalisation. À minima, les établissements sont invités à référencer l'offre de services. On a vu pendant cette crise, on s'est un peu perdu sur ce qui existe, où, comment. Donc une première étape, c'est vraiment de référencer l'offre de services à l'intérieur de l'établissement, mais aussi à l'extérieur, et de réorienter les jeunes vers ces services. Donc une manière de diffuser l'offre de service, ça peut passer par vraiment un onglet spécifique sur le site internet de l'université. Ça peut être un petit fascicule inséré dans le guide de l'étudiant qui est proposé à chaque nouvelle année au niveau de l'intégration des nouveaux étudiants. Donc ça peut être ce type d'outils. Certains ont créé des cartographies pour répertorier un petit peu les différentes offres de services. Donc il y a plein de possibilités pour référencer et diffuser. Également, ce qui peut être développé, c'est le cas dans certaines universités, c'est des dispositifs à guichet unique, c'est-à-dire que tout est centralisé dans un même lieu. Donc l'étudiant se présente, on peut évaluer ses besoins et le réorienter soit vers une assistante sociale si la problématique est dirigée là. S'il y a besoin de soins, on peut directement répondre avec une offre de soins. Et puis, proposer également des actions en amont, c'est-à-dire que dans ce lieu à guichet unique, on peut aussi avoir des ateliers de prévention. Et donc, on aurait l'ensemble de l'offre dans un même lieu, ce qui facilite complètement le repérage pour l'étudiant. Donc, ça permet d'évaluer et d'orienter vers les bonnes ressources. Bien sûr, un outil hyper important pour réorienter, c'est tous les dispositifs de soutien par les pairs formés. Donc, ça peut être des étudiants relais qui vont aller à la rencontre des étudiants, les écouter,
les informer et les orienter vers les services appropriés. On le sait, hein, les jeunes ont plus tendance à se diriger, à écouter des jeunes du même âge. Bien sûr, pour promouvoir la santé mentale, on est au bout de l'entonnoir. Il s'agit également de prévenir et de diminuer le risque suicidaire chez les membres de la population étudiante. Et donc, ça passe essentiellement par le déploiement de la formation et l'accompagnement des sentinelles en prévention du suicide, que ce soit pour les membres du personnel de l'enseignement supérieur, mais également pour les étudiants eux-mêmes, les associations étudiantes, hein, qui vont constituer une voie d'action privilégiée. Donc, je le rappelle, hein, les sentinelles, elles sont formées, outillées pour reconnaître les signes précurseurs des comportements suicidaires et elles peuvent du coup diriger les personnes vers les bonnes ressources d'aide. Donc, comme nous venons de le voir, il existe une multitude d'actions possibles pour promouvoir la santé mentale des étudiants. L'idéal étant de proposer de manière complémentaire des actions inscrites sur un continuum allant de la promotion d'une santé mentale positive à l'intervention auprès d'étudiants qui ont des problèmes de santé mentale, tout cela en passant par la prévention ciblée des étudiants les plus à risque de développer un trouble de santé mentale, que ce soit en raison de facteurs individuels, sociaux ou environnementaux, comme on l'a vu, ces fameux déterminants. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si certains ont posé des questions dans le chat, mais c'est le temps des questions-réponses. Donc, Margot va éplucher vos questions dans le chat et me les transmettre, et j'espère pouvoir y répondre. Merci Anne pour ta présentation. Oui, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'en ai eu une personne qui demande « Pourriez-vous préciser la source des chiffres donc, concernant l'état des lieux ?» Alors oui, il s'agit d'un article scientifique. Toutes les références sont disponibles dans le référentiel que vous pouvez télécharger via le lien que Margot a inséré dans le chat. Le document est vraiment rempli de références scientifiques où vous retrouverez les différentes données que je vous ai montrées lors de cette présentation. Alors, une autre question. Pouvez-vous apporter des informations complémentaires concernant les sentinelles? Comment sont-elles formées? Puisqu'il s'agit de promouvoir le dispositif, est-ce que Mathilde Delon est toujours parmi nous? Oui, si vous m'entendez toujours. Oui, on vous entend. Vous êtes mieux placé pour en parler. Oui, donc les sentinelles, en fait, donc ça fait partie d'un dispositif de 3 niveaux de formation. Donc niveau sentinelle, niveau de repérage, destiné, comme ça a été dit, hein, à l'ensemble des personnes, professionnels, bénévoles, étudiants qui souhaitent être mobilisés et devenir acteurs sur la prévention du suicide. Le niveau 2, donc évaluation orientation à destination des professionnels de santé. Et on a un niveau 3 qui concerne l'intervention de crise qui est plutôt à destination des professionnels des urgences et en particulier des urgences psychiatriques. C'est un dispositif national qui est décliné dans l'ensemble des régions de France. Et on a au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté une quarantaine de formateurs, donc un pool de formateurs que l'on fait intervenir sur l'ensemble des départements. Et cette formation, pour ce qui est des sentinelles, puisque c'était la question, dure 1 jour. C'est l'IREPS qui est en charge de centraliser les demandes de formation. Et ensuite, on a une programmation sur l'année pour ces formations-là. Donc, dans le compte-rendu ou vers le lien du webinaire, je pense qu'on pourra mettre voilà, ces informations-là. Et vous pouvez également trouver ces éléments sur le site de l'Agence régionale de santé. Merci. Merci. Peut-être une dernière question ou 2 dernières questions et on pourra passer à la suite. Alors, une personne qui demande comment mobiliser autour de ce référentiel et de ces 3 axes d'intervention pour être plus efficace. Elle précise: «Je coordonne un CLSM». Eh bien, agir autour de ces 3 axes, on voit, c'est mobiliser tous les acteurs hein, pour pouvoir agir de manière coordonnée.
Mobiliser autour de ce référentiel, bah, ça passe par la communication et la diffusion du référentiel. Pour mobiliser autour des 3 axes, après on se rend compte, il y a pas mal d'actions qui ont été développées sur nos territoires et on va dire que si on avait une grille de cases à cocher, on coche déjà certains éléments en fait autour des 3 axes. Que ce soit par exemple sur la promotion d'environnements favorables à la santé. Si je prends l'exemple par exemple de l'Université de Bourgogne, on a eu la création de jardins partagés par exemple, des dispositifs visant à modifier les pratiques pédagogiques, pour qu'il y ait plus d'inclusion, de diversité, de lutte contre les discriminations, avec des formations VSS également. Euh, il y a d'autres choses également qui ont été faites sur cet axe. On a un programme de prévention probant qui vise à renforcer les compétences d'adaptation des étudiants, qui est le programme Educare, qui est également installé, mis en œuvre, on va dire, sur le campus de Dijon. Et au niveau de l'accès aux soins, bah, typiquement, on a eu la création, on verra, hein, on a des intervenants qui vont prendre la parole autour de ces dispositifs. Il y a la création par exemple, de la cellule bien-être. Il y a le dispositif, l'association Aptitude qui est présente, qui permet un peu de diversifier, de renforcer l'offre de soins. Il y a plein d'actions comme ça. Donc, on coche peut-être pas tous les exemples d'actions que j'ai cités, mais on voit qu'on peut agir ou qu'on agit déjà autour de ces 3 axes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, ça demande beaucoup de partenariat, de mise en réseau, de collaboration entre les différents acteurs et surtout, si on le voit, un besoin de communication autour de ce qui est déjà fait, en fait. Merci. Et peut-être une ou 2 dernières questions. Une personne qui demande si on a fait du lien avec les promeneurs du net. C'est-à-dire dans le lien avec quoi? Pardon, j'ai pas Si la personne pourrait préciser dans le chat. Et peut-être une dernière question pour pouvoir passer à cette seconde partie. Est-ce qu'on propose des formations PSSM pour les personnels de l'Université de Franche-Comté? Je vais encore inviter Mathilde Delaune à prendre la parole. Je sais qu'il y a des formations premiers secours en santé mentale qui sont financées par l'ARS, déployées. Je ne sais pas qui a déjà eu accès à ces formations, côté Bourgogne, côté Franche-Comté. Mais il me semble que les formations sont déployées sur notre territoire. Je ne sais pas si vous m'entendez à nouveau. Oui, ça y est, Mathilde. Donc, pour ce qui est des formations PSSM, donc pour les universités, c'était ça la question. C'est vrai qu'on a eu des remontées par les collègues dans les délégations départementales et on souhaiterait, dans le cadre d'échanges justement avec les 2 universités que l'on va avoir prochainement, pouvoir réfléchir à la programmation de ces formations-là. Pour l'instant, il n'y avait pas de centralisation plutôt régionale, on va dire, puisque on n'est plus sur des échelles départementales. Donc voilà, c'est des formations qui sont déployées dans chaque département et on voudrait pouvoir avoir une réflexion avec les universités pour la proposer à une échelle plutôt régionale. Donc je reste à votre disposition pour échanger à la suite du webinaire pour ce qui est des universitaires. Merci. Merci. Ce que je vous propose donc, ce serait de passer à cette seconde partie. Un deuxième temps de questions-réponses sera consacré à la fin de ce webinaire, notamment pour les interventions. Pour commencer, j'inviterai donc Maxence Rouillat pour nous présenter son dispositif de la cellule bien-être. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Margot et Anne pour l'invitation. Donc je me représente, je suis Maxence Rouillat, je suis donc le vice-président à la vie étudiante de l'Université de Bourgogne.
Et j'ai aussi imaginé et mis sur pied, pas tout seul, mais en partie, la cellule bien-être donc, de l'Université de Bourgogne. Et donc, je vais donc pouvoir vous la présenter. Je vais structurer, entre guillemets, la présentation en plusieurs phases. Déjà, l'historique, entre guillemets, qui nous a fait arriver à ce projet-là. Et ensuite, les trois grandes dimensions qui se sont créées au fil du temps et qui ne sont pas encore gravées dans le marbre parce qu'elles font encore l'objet d'évolution au fur et à mesure que les dispositifs se croisent, se rencontrent et que les choses se structurent. Donc voilà, c'est possible que si on en reparlait l'année prochaine, il y aurait encore des choses qui auraient un peu évolué. Donc pour ce qui est de l'historique de la formation de la cellule bien-être, pardon, elle est arrivée dans le cadre du deuxième confinement, donc à la fin de l'année 2020, où je n'étais pas encore vice-président de l'université et j'étais pourtant élu dans les différentes instances. Et à cette époque-là, on a eu pendant quelques semaines une remontée assez importante d'étudiants qui nous faisaient part de leurs souffrances psychologiques pour des raisons qui pouvaient être assez diverses, pouvant aller jusqu'à des lettres d'intention de suicide. Et donc, en discutant avec le président de l'université, donc Vincent Thomas, il m'a donné carte blanche pour travailler sur un dispositif qui pourrait essayer de répondre au mieux et d'essayer de faire au mieux à cette souffrance. Et c'est par la suite que du coup, il m'a nommé chargé de mission de l'université. Et ensuite, les choses ont fait que je suis devenu vice-président entre-temps. Et donc la première étape qui a été celle de cette première structuration, ça a été déjà d'essayer de centraliser en un endroit la démarche d'action d'aider les étudiants sur cet aspect psychologique et de santé mentale, parce qu'on a eu à ce moment-là beaucoup d'actions, de dispositifs, de projets qui se sont révélés, allant de choses structurées comme Nightline qui était déjà implanté dans plusieurs universités, ou d'enseignants qui sentaient très bien que leurs étudiants n'allaient pas bien et qui essayaient de mettre en place des visios où c'était plutôt un temps pour discuter, etc., d'essayer de faire redescendre ce mal-être et cette souffrance. Sauf que du coup, ces personnes-là n'étaient pas forcément armées, entre guillemets, pour réussir à encaisser ce qu'ils pouvaient entendre et ce qu'on pouvait leur confier. Et donc, il y avait beaucoup de dispositifs, mais en même temps, on n'arrivait pas tous à les suivre. Et donc, ça restait assez flou. Donc ça, c'était la première étape, de pouvoir essayer de recentraliser les choses. Ensuite, ça a été celle de donner un périmètre à la fois d'action et à la fois de place en termes de santé mentale, parce que il y a eu aussi la dynamique d'identification dans le service de santé universitaire de l'université d'un pôle, entre guillemets, de santé mentale. Et donc, c'est à ce moment-là où on a recentré et essayé de réorganiser les choses du côté du service de santé universitaire pour tout ce qui était santé mentale en termes de prise en charge de soins, et toute la dimension plutôt de prévention, d'orientation et de promotion de la santé mentale qui se retrouvait dans la cellule bien-être. Et donc, on a eu cette structuration-là. Et c'est par la suite que du coup on a eu une identification d'une cellule avec, on va dire, 3 piliers. Le premier pilier qui était plutôt celui du aller vers et de l'écoute auprès des étudiants de toute l'université. Un deuxième qui était plutôt une instance au niveau de l'université qui avait qui a pour rôle d'essayer de centraliser un petit peu l'ensemble des démarches. J'y reviendrai tout de suite après, mais c'était un petit peu ce que Anne a pu expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de choses qui existent, qui se mettent en place, mais pas forcément une structuration à un endroit où au moins quelqu'un a une vision transversale et où on peut échanger entre les différents dispositifs et les différents acteurs, ce qui fait que parfois on peut se rendre compte de doublons, on peut se rendre compte aussi de synergies assez
simple, mais il y avait ce besoin, en tout cas pour l'aspect enseignement supérieur, de pouvoir avoir un endroit et une personne qui arrive à avoir l'ensemble de la vue et des dispositifs. Et le dernier volet qui était de pouvoir mettre en place différentes actions pour le bien-être des étudiants, avec le choix de ne pas forcément afficher la partie santé mentale ou mal-être, d'où le nom de cellule bien-être, pour avoir, ne serait-ce que sur le nom, un aspect, on va dire, positif et dont on savait assez important pour les étudiants, avec toute la dimension de crainte de ce que peut être la santé mentale et notamment de la souffrance et du mal-être. Et donc, pour que ce soit un petit peu plus réconfortant et que on arrive bien dans cette dimension de prévention et de promotion et pas forcément d'agir quand le mal est entre guillemets fait, on a fait le choix de partir sur le bien-être et donc de pouvoir mettre en place un maximum d'actions pour essayer de rentrer dans cette dimension un peu d'un capital ressource de bien-être qu'on peut entretenir et qu'il faut entretenir pour justement se protéger, être en capacité de s'adapter quand on a des situations de mal-être et éviter que d'être en situation de fragilité. Et comme dit tout à l'heure, l'enseignement supérieur est plein de sources de fragilité possibles, que ce soit les périodes d'examen, que ce soit les périodes de doute, les périodes d'orientation, d'échecs, etc. Et donc, il y a cette dimension-là qui ressortait. Au fur et à mesure, du coup, la partie écoute et orientation s'est croisée justement d'un projet, et je l'expliquerai pas plus, vu que Karine va pouvoir le présenter juste après. Donc, c'est là où on s'est rencontré avec la Maison des adolescents de Dijon, enfin de Côte d'Or, pour notamment cet aspect-là de l'écoute. Et donc, c'est quelque chose qu'on a, entre guillemets, retiré au niveau de la cellule bien-être pour que le projet étudiant puisse prendre toute sa place, et ce qui marche extrêmement bien depuis que ça il s'est déployé. Donc voilà, je n'en dirai pas plus vu que Karine intervient dessus, et je vais plutôt aborder les autres aspects. Donc celui de cette instance qui est plutôt officieuse, qui n'a pas forcément un rôle parfaitement officiel, c'était assez important, parce que du coup on a eu cette démarche d'essayer de contacter un maximum d'acteurs en dehors du monde de l'université pour savoir un petit peu s'ils avaient des actions prévues, s'ils avaient des choses qui pouvaient se déployer aussi du côté du monde étudiant. Et on a été assez surpris de voir qu'il y avait beaucoup de programmes qui étaient soit en cours, soit déjà en prévision de se mettre en place ou déjà en place. Tous ceux qui étaient en cours étaient notamment aussi en écho avec la souffrance qui a été mise en lumière, même si elle existait déjà pendant la crise du Covid. Et donc, le sujet, c'était de pouvoir avoir quelqu'un, et donc c'est moi qui tiens ce rôle-là, qui puisse échanger avec l'ensemble des acteurs, et qui a aussi la dimension de pouvoir faciliter l'intégration dans le monde universitaire, qui n'est pas un monde simple à aborder et à structurer pour mettre en place un projet. Et donc, c'est surtout ce rôle-là, avec l'idée de pouvoir ensuite, après, aller plus loin et de pouvoir structurer les choses, croiser les différents projets pour encore une fois, le public étudiant. Et donc, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, je laisserai Karine le dire sur ce que vient de dire Alexandrine, sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas que l'université qui bénéficie du projet étudiant, il se met en place dans d'autres établissements à Dijon, mais je laisserai Karine le détailler. Et ensuite, pour revenir sur le troisième pilier, qui est celui plutôt du projet, dans lequel il y a deux personnes à l'université qui participent pleinement à ce pilier-là, à cette action-là, qui sont France Hercher, qui est responsable au niveau de la vie étudiante de l'université, et Sandra Tramois, qui est directrice adjointe au niveau du SUAPS, justement, donc ce service de sport universitaire, et qui s'occupe aussi au niveau du SUAPS de toute la filière bien-être qui existait déjà avant, et qui du coup
organise entre guillemets en coordination avec la cellule pour aborder là aussi cet aspect bien-être via le sport et donc différentes activités allant de la relaxation aux activités un peu plus physiques entre guillemets. Et c'est là où on a une liste de projets qui sont soit en cours de mise en place, soit qui vont pouvoir se mettre en place à l'avenir. Pour en citer quelques-uns, il y a une journée bien-être qui a été organisée au mois de mars et qui donc avec l'idée de pouvoir aussi prôner un petit peu cette idée du bien-être étudiant et de réconcilier et de faire prendre conscience aux étudiants que c'est quelque chose d'important dont on doit prendre soin et que toute la dynamique et la connaissance qu'on peut avoir sur le fait d'aller voir de temps en temps son médecin, même si tout le monde ne le fait pas forcément, ou d'aller voir son dentiste, etc., pour prendre soin de soi et éviter d'attendre d'avoir mal ou avoir un problème de santé pour le faire, et d'avoir un peu cette même logique, mais du point de vue santé mentale, ce qui est encore quelque chose de fragile et pas forcément commun pour tout le monde. Et donc, cette journée avait aussi une forte action sur la dimension de sensibilisation. Après, on va avoir des actions de type mise en place d'ateliers de sophrologie, de relaxation, de gestion du stress, de gestion de son sommeil, de révision pour les examens, de pouvoir réussir sur l'ensemble des différents aspects pouvant être source de mal-être étudiant, de pouvoir essayer d'agir dessus. Et du coup aussi de pouvoir permettre à chaque étudiant de trouver ce qui va correspondre à son bien-être et à comment est-ce qu'il va pouvoir entretenir justement ce capital bien-être. Ça va aussi être de pouvoir faire vivre la dimension du bien-être dans plein d'autres aspects qui existaient déjà, qu'on n'avait pas forcément comme vision d'être du bien-être étudiant, mais qui fait notion à tout ce qui est dans la vie étudiante et l'environnement universitaire. Donc ça va d'installer des lieux pouvant participer à ce bien-être. Je donne un exemple, c'est la réflexion d'une salle sieste à la bibliothèque universitaire, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir imaginer tout de suite, mais qui participe au bien-être. Quand un étudiant fait une session de BU de 9h à 22h, et ben effectivement, de pouvoir se reposer, ça va aussi l'aider. Ça va être aussi de l'aborder via la culture sur plein d'aspects et qui est une voie sur laquelle les étudiants peuvent aussi trouver leur possibilité de prendre soin de leur bien-être. Le sport. Maxence, oui. Je te coupe, il te reste une petite minute. Je me permets de te couper. C'est très bien. Vas-y. Qui va aussi pouvoir s'exprimer par le sport et par le cadre de formation qui est aussi une source de mal-être, et donc de pouvoir plus intégrer ça pour les enseignants-chercheurs qui font cette formation. Et ça va être ensuite aussi, par exemple, je voyais tout à l'heure, j'ai entendu parler de la formation des premiers secours en santé mentale qu'on a pu déployer auprès de personnel ou d'étudiants de l'université, donc en plus des étudiants étudiants qui s'étaient déployés avec la maison des adolescents, mais avec des personnels et via l'ARS et le CHS de la Chartreuse, donc à Dijon, et le tout chapeauté par le projet territorial de santé mentale. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train de construire pour pouvoir, dès l'année universitaire prochaine, essayer d'avoir des sessions de formation PSSM classique, PSSM jeune, et aboutir à avoir des formateurs en interne qui soient estampillés ESR, entre guillemets, pour avoir cette dynamique de réseau d'établissements d'enseignement supérieur, notamment pour ce qui est des différents campus, et Sud Dijon particulièrement. Et du coup, cette fois-ci, encore une fois, en partenariat à la fois avec le contrat local de santé de Dijon, donc la collectivité et l'ARS, mais aussi le projet territorial de santé mentale. Donc voilà, donc cette cellule, elle s'est constituée en essayant de prendre tout ça et de pouvoir créer les liens avec les différents acteurs comme Educare du côté de l'IREPS, mais aussi d'autres avec de nombreux acteurs qui interviennent et essayer de répondre auprès des étudiants et d'avoir une centralisation pour répondre à tous les profils et toutes les demandes qu'on peut avoir. Et merci beaucoup. Merci Maxence. Merci Maxence pour cette présentation et pour l'expression de cette belle complémentarité entre plusieurs dispositifs qui coexistent en Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Je laisse donc la parole à Tanguy Bagnard de l'association
Avenir Santé. Bonjour à tous. Alors, je vais partager un petit diaporama. Il faut que j'arrête mon partage, je pense. Je te laisse la main. Ouais, merci. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Très bien, merci. Parfait. Pour représenter très rapidement l'association Avenir Santé, donc c'est une association de prévention et réduction des risques qui s'engage pour la santé des jeunes de 12 à 25 ans. Donc elle est nationale, présente sur 7 régions. Et donc moi je suis le coordinateur Bourgogne-Franche-Comté. Et donc on a 4 thématiques d'intervention, c'est les conduites addictives, les risques auditifs, les accidents de la circulation et la vie affective et sexuelle, donc globalement aussi ce qu'on appelle les risques festifs. Parce qu'à l'origine, en fait, l'association intervenait notamment en festival, soirée étudiante, enfin, au sein des milieux festifs. Où on intervient également de plus en plus dans les milieux éducatifs, de formation, d'insertion, également dans les espaces publics en déambulation et sur la sphère numérique par des actions de prévention et d'observation sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Donc on réalise, ça c'est notre spécificité de la prévention par les pairs, c'est-à-dire que les salariés sont globalement jeunes et on accueille également en fait des volontaires en service civique pour agir auprès d'autres jeunes parce que c'est une démarche qui est efficace en prévention et promotion de la santé. On a un langage commun avec les jeunes, donc tout de suite l'approche n'est pas moralisatrice, il y a des liens de confiance qui se créent très rapidement. Par rapport justement aux volontaires en service civique, en fait, on recrute 2 promotions par an de 4 volontaires, une qui arrive promotion en août et une promotion en février. Donc, ils sont présents 7 mois à nos côtés à raison de 26 heures par semaine. Et donc, en fait, le premier mois est davantage consacré à la formation de l'équipe d'intervenants pour qu'ils puissent acquérir déjà des savoirs, une base informative sur l'ensemble de nos thématiques d'intervention, mais également des savoir-être et des savoir-faire pour qu'ils puissent vraiment savoir comment communiquer avec le public, comment créer cette démarche d'aller vers, quelle posture en fait adapter selon les différents aussi milieux d'intervention et jeunes que l'on pourra avoir en face de nous lors des actions. Et donc, on nous a sollicité aujourd'hui pour intervenir parce que, bien sûr, lutter contre les addictions, c'est aussi promouvoir la santé mentale, parce qu'il y a une influence d'une santé mentale dégradée dans l'installation d'une addiction et inversement, il y a des conséquences négatives de l'addiction sur la santé mentale. Et donc, je vais présenter 2 types d'actions que l'on peut mener. En fait, on a un partenariat avec le Crous et à l'époque également l'UBFC pour intervenir sur les campus universitaires. Donc là, on mène en fait 12 actions sur 6 campus universitaires à Nevers, au Creusot, Belfort, Montbéliard, Dijon et Besançon. L'idée, c'est de pouvoir installer des espaces de prévention au niveau des restaurants universitaires pour échanger avec les jeunes, partir de leur expérience des soirées, de leur consommation de substances psychoactives, pouvoir aussi les informer, les sensibiliser et également les réorienter. La réorientation, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important sur nos actions. Et on a d'ailleurs à ce sujet en fait développé ce flyers. Il est du coup, il est en 2 parties. Et en fait, sur ce flyer, justement, on n'aborde pas uniquement la question des addictions, où on peut réorienter vers notamment les consultations jeunes consommateurs. Alors en fait, l'objectif, c'est de réorienter au plus proche des lieux d'intervention. Donc en fait, on a différents types de flyers. Celui-là, c'est l'exemple de Dijon. Mais on a aussi intégré les aspects de la santé mentale. On va pouvoir réorienter vers le dispositif Mon Psy de l'assurance maladie et du ministère de la Santé et de la Prévention. On va également pouvoir réorienter vers le programme Educare dont Anne a déjà pu parler tout à l'heure. Avec le QR code, directement, ils peuvent tomber en fait sur le programme. Et puis, on réoriente aussi vers un certain nombre de structures comme les services de santé universitaire, les maisons des adolescents, ou vers en fait des lignes d'écoute, Fil Santé Jeune, ou le numéro aussi Souffrance Prévention Suicide, donc 31 14. Donc ça, c'est vraiment un de nos objectifs de faire connaître aussi certains dispositifs pour que les étudiants puissent
avoir connaissance déjà de ces dispositifs et ensuite passer le cap de pouvoir soit appeler, soit se rendre au sein des différentes structures. Et puis, concernant les étudiants, plus responsables d'un point de vue de la prévention. Tanguy, tu sautes un petit peu. Ton discours est un petit peu haché. Alors j'espère que le son va revenir. Donner aux organisateurs les moyens de mettre en place différents dispositifs de prévention. Tanguy, je te coupe 2 minutes. Ça a un petit peu sauté, ton discours a été un peu haché. Est-ce que tu peux revenir sur 2-3 éléments qui ont sauté un petit peu? En fait. Ouais, j'ai une mauvaise connexion, je pense. Par rapport du coup à... caméra, pardon. Peut-être en enlevant la caméra, ce sera peut-être meilleur. En fait, on t'a perdu quand tu as commencé sur Monte ta soirée. Alors du coup, je reprends par rapport à Monte ta soirée. Ouais, c'est ça, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon, on t'entend mieux maintenant. Anne, je ne sais pas si tu m'entends. On t'entend bien, Tanguy, ouais. On t'entend bien, on voit bien ton diapo. Je vais peut-être finir sans le partage. Je ne sais pas si là, on m'entend bien. On t'entend bien, Tanguy, ouais. Ouais, j'ai plus de son de mon côté, du coup, je ne sais pas trop. Mais donc, par rapport vis-à-vis des formations au moment de ta soirée, l'objectif, voilà, c'est vraiment que les associations étudiantes puissent créer une soirée responsable à tout point de vue, parce que créer un environnement sécure au sein des soirées, c'est aussi agir en prévention vis-à-vis de la santé mentale. Et donc, voilà, on va vraiment agir pour mettre en place un espace de prévention, leur donner du matériel pour qu'ils puissent aussi être relais de prévention, parce qu'on ne pourra pas intervenir sur tous les événements, mais aussi on va mettre en place des dispositifs sur les violences sexistes et sexuelles, par exemple, avec des personnes de confiance, ce genre de dispositifs. Donc, je vois qu'il y a aussi beaucoup de personnel d'université. N'hésitez pas, du coup, à transmettre nos contacts aux associations étudiantes, parce qu'on est financé par l'ARS et la préfecture pour réaliser ces formations Monte ta soirée, donc qui seront totalement gratuites pour les universités. Merci Tanguy pour ta présentation. C'est très intéressant, surtout... Je vois contact pris de l'ENS 2M, il me semble. Ouais. Et ben, c'était tout pour cette présentation. Alors, on intervient aussi en fait en milieu festif festival, mais donc aussi auprès des étudiants, mais sur d'autres actions un peu plus différentes. Merci Tanguy pour ta présentation, très pertinente par rapport au côté pair à pair. Maintenant, on peut accueillir Isabelle Jacques qui va prendre la parole sur le dispositif SOS, signalement orientation suivie. Bonjour, donc je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien aussi ou le son n'est pas très bon de mon côté? Je ne sais pas. On entend suffisamment bien, ça ne saute pas, c'est très bien. Donc merci pour l'invitation de l'Université de Franche-Comté aujourd'hui. Vous m'avez demandé d'intervenir pour présenter donc, le contexte de mise en place de la cellule SOS de l'Université de Franche-Comté. Donc pour resituer donc, cette mise en œuvre du dispositif, donc en 2021, l'Université de Franche-Comté a souhaité donner une nouvelle dimension à la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes, en créant donc une mission, donc accompagnement de la transformation sociale, spécialement vouée donc à la lutte contre les VSS. Donc l'engagement pour l'égalité femmes-hommes s'est traduit d'un point de vue opérationnel par le déploiement d'un plan d'action égalité professionnelle, donc qui s'est étendu de 2021 à 2023.
dont l'un des 4 axes était dédié à la lutte contre les VSS, mais pas seulement, puisque donc à ce dispositif sont associés également la lutte contre les discriminations et les harcèlements. Le 8 novembre 2021, pour parler plus concrètement de cette cellule SOS, donc SOS pour signalement, orientation et suivi. Donc le 8 novembre 2021 donc, a été mise en place cette plateforme qui a été officiellement lancée donc, le 9 novembre 2021 lors d'une conférence de presse. Ce dispositif SOS donc, vise 3 objectifs, en particulier donc, libérer la parole des victimes, les accompagner, grâce à un dispositif connu, impartial, non jugeant et garant de la confidentialité. Le deuxième objectif est d'améliorer le traitement des situations en assurant une réponse rapide, appropriée et proportionnée au signalement. Et le troisième objectif est d'analyser et de comprendre les faits de façon à renforcer notre politique de prévention. Donc pour atteindre ces 3 objectifs que je viens de citer, donc le dispositif SOS repose sur les principes suivants. Donc il s'agit d'un dispositif commun pour l'ensemble de la communauté universitaire, même si au départ l'obligation était de mettre en place un dispositif à destination des personnels de l'université. Au final, nous avons fait le choix de l'ouvrir à l'ensemble de la communauté, que ce soit les étudiants, les personnels, et plus largement à tout usager donc, de l'université, que ce soit par exemple des intervenants extérieurs ou d'autres intervenants qui viennent donc dans notre structure. Les personnes concernées peuvent être à la fois des victimes ou des témoins. Des témoins qui peuvent être eux-mêmes de l'Université de Franche-Comté ou pas, puisque cette plateforme donc, est accessible en ligne depuis n'importe quel navigateur, donc il n'y a pas besoin d'être étudiant ou personnel de l'université pour pouvoir l'utiliser. Ce signalement donc, qui est fait sur cette plateforme concerne toutes les situations de violence, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit les VSS, la discrimination, le harcèlement ou toute autre forme de violence, ça peut être du harcèlement moral ou autre. D'un point de vue opérationnel, cette fois, ce dispositif SOS s'appuie donc sur une plateforme de signalement donc, que l'on a décidé de faire en ligne et une cellule dédiée donc, au recueil des signalements, à leur analyse et à l'écoute des victimes. Cette plateforme de signalement est constituée donc d'un site en ligne qui est autonome, qui permet d'accéder à un formulaire en ligne sécurisé, qui est simple d'utilisation et qui est accessible sans avoir à se connecter à son espace numérique de travail. Donc la volonté, c'était vraiment de garantir à l'ensemble des personnes la confidentialité de leur démarche et les rassurer par rapport à ce dispositif. Donc en fait, le dispositif donc, est accessible donc, en ligne. Les personnes ont ensuite la possibilité de faire un signalement de façon anonyme ou non. Donc, bien évidemment, les signalements qui sont anonymes sont quand même traités donc, par la cellule SOS. Mais bien évidemment, si je n'ai pas les coordonnées nom ou numéro de téléphone ou adresse électronique, il est difficile de reprendre contact avec les personnes qui ont fait le signalement pour leur proposer donc, un premier rendez-vous. Donc, sur le site, vous pouvez regarder. Donc, il suffit de taper l'adresse électronique sos-fconte.fr. Vous pouvez constater donc les informations utiles sur le fonctionnement de la plateforme et sur les garanties qui sont rattachées sont accessibles donc, sous forme de foire aux questions. Ce site est accessible donc, depuis, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un navigateur en saisissant l'adresse électronique sos.univ-fconte.fr, mais pas seulement, puisque sur le site officiel de l'Université de Franche-Comté, si vous descendez tout en bas de page pour les liens directs, vous pouvez constater que parmi ces liens directs, vous avez donc un lien sur la plateforme SOS. Et vous avez également la possibilité, lorsque vous êtes étudiant ou personnel de l'université, d'avoir un accès direct sur cette plateforme en ligne en cliquant sur l'image que vous voyez apparaître sur l'écran, donc qui permet d'accéder directement à l'adresse du site électronique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne qui fait le signalement peut décider de le faire de manière anonyme ou non. Elle peut également décider de garder l'anonymat. Dans ce cas, son signalement est anonymisé, c'est-à-dire qu'il est rendu anonyme de manière réversible, voire anonymé, c'est-à-dire rendu anonyme de manière irréversible. Ça, c'est vraiment le choix de la personne qui fait le signalement.
de dire ce qu'elle souhaite par rapport à ce qu'elle a signalé en ligne. En ce qui me concerne, de façon à respecter le temps qui était alloué donc, à la présentation de cette cellule SOS, en ce qui me concerne, donc, je pense qu'il est essentiel, donc, comme cela a été dit tout à l'heure, d'être bien à la fois dans son corps mais aussi dans sa tête pour pouvoir travailler efficacement et sereinement. Offrir aux agents et aux étudiants de l'Université de Franche-Comté un cadre de travail et un environnement sécure, afin que chaque personne puisse mobiliser ses ressources, ses richesses et travailler en paix. Je pense que c'est essentiel donc, de veiller donc, à la santé mentale des différentes personnes qui côtoient l'université, que ce soit les étudiants ou les personnels, de façon justement à travailler efficacement. Donc, comme cela a été dit à demi-mot, peut-être la santé mentale est pour moi une urgence de santé publique, et tout ce qui constitue donc au bien-être et à la santé mentale va permettre à terme la découverte de richesses humaines et la révélation de talents, de pépites. Et je pense sincèrement que si chacun se sent bien dans ce qu'il fait, je pense qu'on va pouvoir faire de très belles choses. Et la cellule SOS, tout comme la plateforme donc Educare de promotion donc de la santé mentale qui a été évoquée tout à l'heure, contribue à la qualité de vie au travail. En ce qui concerne l'Université de Franche-Comté, on a mis en place des formations grâce à l'aide de l'IREPS, justement, qui a développé cette plateforme Educare, donc à destination des étudiants, donc grâce au partenariat avec le Crous, et à destination des personnels de l'université, puisqu'on l'a mis au catalogue de formation donc, qui était offerte au personnel de l'Université de Franche-Comté pour l'année 2022-2023. Ces dispositifs, donc que ce soit le dispositif Educare, mais la cellule SOS y contribue également, vont permettre de renforcer donc les ressources psychologiques et individuelles pour faire face justement aux difficultés de la vie que chacun peut rencontrer à un moment ou à un autre. Et en ce qui concerne donc l'Université de Franche-Comté, donc nous avons effectivement un nombre certain de signalements qui ont été faits, qui nous montrent la confiance qui est accordée donc, à cette cellule SOS. Donc je le vois de façon très positive. En fait, certes, le nombre de signalements est important. Et quand je dis un certain nombre, voire un nombre certain, c'est que vraiment il y a un nombre important de signalements qui sont faits. Mais ça montre justement que le bouche à oreille a fonctionné et que les personnes donc, osent désormais agir et libérer leur parole, ce qui est, il me semble, un grand pas. Je vous remercie pour votre attention et je vais rendre la parole. Merci Isabelle pour cette présentation bien complète et voilà, qui contribue pleinement à créer un environnement favorable en fait, que ce soit un environnement de travail ou un environnement d'études. Donc merci pour cette présentation. Je vais passer maintenant la parole à Karine de la Maison des ados et de leurs parents. Merci. Alors on n'entend pas ou peu. Ouais, j'ai un ordinateur qui n'est pas terrible. On t'entend mieux là. On t'entend mieux. Je me suis rapprochée de l'écran. Je pense que je vais le coller un peu. C'est une bonne idée. Au fur et à mesure, s'il y a des problèmes de son et au besoin, j'enlèverai l'image aussi si ça fonctionne. Là, c'est parfait. On entend très bien. Est-ce que tu as la possibilité d'augmenter le volume ou pas de... Non, on n'y arrive jamais, mais je vais réessayer. Alors, je remonte le son. Est-ce que c'est mieux là? Je crois que ça n'a aucune incidence. Si c'est mieux. Ah, c'est un peu mieux. Ok. Alors, merci pour l'invitation et pour ce webinaire qui est très très intéressant. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Karine Alapetite, je suis psychologue, je travaille à la Maison des adolescents de Côte d'Or à Dijon et je suis coordinatrice depuis un peu plus d'1 an et demi du dispositif Étubien. Alors, le dispositif Étubien, ce sont des étudiants relais qui interviennent sur le campus universitaire de Dijon et dans certaines grandes écoles également, puisqu'on a voulu élargir ce dispositif. Et donc, ces étudiants relais interviennent au service du bien-être de leur pairs. Moi, je n'ai pas la main. Anne, c'est vous qui faites passer. J'essaye de suivre. Ok.
Alors, quelques petites informations à propos de ce dispositif. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai mis plein d'infos. Alors, c'est un dispositif effectivement qui a été initié par la Maison des adolescents de Côte d'Or et de leurs parents. Alors, à partir du mois d'octobre 2021, c'est une réflexion en fait qu'on avait depuis un petit moment, puisque sur la Maison des adolescents, on accueille des jeunes jusqu'à 25 ans. Donc, on avait conscience que il se passait des choses compliquées du côté de ce public-là et ils avaient du mal à arriver jusqu'à la Maison des ados. Donc, depuis longtemps, on se disait ce serait bien de mettre quelque chose en place directement sur le campus, en tout cas d'avoir une présence, quelle qu'elle soit, pour être plus au contact directement avec les étudiants. Voilà. Alors, Etubien s'inscrit dans une démarche de prévention primaire à destination d'étudiants confrontés donc à des difficultés rencontrées. Alors, pour faire face aux changements qui marquent leur arrivée dans leur vie d'étudiants et ou de jeunes adultes. Ça, c'est tout ce que Anne, vous avez pu présenter tout à l'heure. Effectivement, quand on commence sa vie de jeune adulte ou d'étudiant, on est confronté à des difficultés que parfois on n'a absolument pas envisagées, tellement on est content d'arriver dans sa vie de jeune adulte ou d'étudiant. Donc voilà, parfois c'est un petit peu compliqué. Effectivement, il y a des risques. Il y a des facteurs de vulnérabilité qui peuvent avoir des conséquences parfois un peu compliquées. Pour certains, c'est l'abandon des études. Il peut y avoir l'apparition de symptômes anxieux, dépressifs, des idées suicidaires, ou pour certains, alors que ce n'était pas le cas du tout avant d'arriver à l'université, une entrée dans des conduites à risque avec des consommations effectivement de produits licites ou illicites. Voilà. Donc ça, c'est l'idée, c'était d'intervenir précocement. Alors, ce dispositif, on a pu le démarrer à partir du mois d'octobre 2021 et il y a eu une première période de fonctionnement jusqu'en juin 2022 et sur cette période, nous avons été financés et soutenus par l'assurance maladie. Ce soutien et ce financement a eu lieu jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais je sais qu'Annie Chavonnet est là. Elle a été notre interlocutrice assurance maladie depuis le début de cette aventure. Et voilà, je voulais en profiter pour la remercier une nouvelle fois. Mais on a été vraiment très, très heureux de pouvoir démarrer ce dispositif grâce à ce financement. Alors, il y a eu des étapes. La première étape, effectivement, ça a été de construire un dispositif dans une logique de complémentarité avec d'autres dispositifs sur le territoire. Alors l'idée, effectivement, c'était de recenser et d'aller au contact de tous les dispositifs, toutes les associations, tous les services qui existaient déjà, qui proposaient déjà des réponses, un accompagnement aux étudiants de Dijon. Donc on s'est mis en lien avec tout le monde et l'idée, c'était de dire on peut agir dans une complémentarité. Une des premières étapes également, ça a été de recruter les étudiants relais. Alors, on a pu recruter un premier groupe d'étudiants relais. Donc, moi, j'avais un budget pour recruter 10 étudiants relais. Ce premier groupe était constitué de 8 étudiants sur l'Université de Bourgogne. J'avais un étudiant de l'IRTES. L'IRTES, c'est un institut de formation des travailleurs sociaux. Et un étudiant sur l'école de commerce de Dijon, l'ISB. L'idée, c'était de se dire, il y a beaucoup d'étudiants sur Dijon. Ils ne sont pas tous à l'Université de Bourgogne. Certains, effectivement, font leurs études dans des écoles et peut-être que ça intéresserait certaines écoles d'avoir un étudiant relais à domicile. Donc, on a fait des propositions à certains et on a eu une réponse positive pour l'IRTES et l'ISB. Voilà. Alors, moi, j'ai recruté des étudiants relais plutôt dynamiques et motivés, avec le sens du contact, des gens qui avaient plutôt une expérience dans l'associatif, qui s'étaient déjà engagés sur des actions volontaires. Je n'ai pas recruté des étudiants de première année parce que l'objectif, c'était qu'ils aient déjà quelques repères, notamment par rapport au campus universitaire. Et puis, dans l'idéal, recruter des étudiants qui maîtrisaient plutôt bien l'anglais puisqu'on savait qu'on serait probablement au contact avec pas mal d'étudiants internationaux. Ce sont des étudiants qui sont salariés. Ils ont un contrat de vacation de 5 heures semaine. Voilà, et puis ils ont été formés, sensibilisés aux problématiques de santé mentale et aux problématiques que peuvent rencontrer les étudiants. Voilà. Ils ont pour mission principale, effectivement, d'aller au contact, d'écouter, de repérer les étudiants qui seraient dans des situations de mal-être ou en difficulté, d'informer et d'orienter. Donc, il y a eu un premier groupe qui a bien fonctionné, donc je vous disais tout à l'heure, de février 2022 à juin 2022.
2022. Et puis, on a refait une rentrée, effectivement, à partir de septembre jusqu'en décembre 2022, avec toujours, effectivement, le financement de l'assurance maladie. Alors, j'ai recommencé une rentrée en septembre avec 9 étudiants relais. Une étudiante avait arrêté parce qu'elle rentrait en Master 2. Et puis, jusqu'à la fin, jusqu'en décembre, certains étudiants, effectivement, ont arrêté le dispositif, ont arrêté de travailler pour des raisons en lien avec leurs études. Certains ont préféré, effectivement, certains sont partis en stage à l'étranger et certains ont préféré arrêter. Voilà, donc en janvier 2023, il y a eu une reprise du financement et du soutien de ce dispositif par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et on est financé jusqu'à fin 2023 par l'ARS. Moi, de mon côté, j'avais beaucoup d'étudiants relais qui étaient partis, donc il y avait nécessité de remettre en place un nouveau recrutement et d'élargir un petit peu le dispositif. Donc, j'ai pu recruter effectivement 13 étudiants relais et on a élargi à d'autres écoles. Donc, depuis le mois de février 2023, j'ai toujours 8 étudiants de l'Université de Bourgogne, toujours un étudiant à l'IRTES, un étudiant sur BSB et il y a 3 nouvelles écoles. Il y a l'école de kiné de Dijon, l'école des Beaux-Arts et le centre universitaire catholique de Bourgogne. Ils ont également accepté d'avoir un étudiant relais. Je vous ai mis une petite affiche avec une partie de l'équipe qui est en photo. Ça, c'est un modèle du flyer avec lequel ils communiquent auprès d'autres étudiants. On a mis les informations les plus importantes pour que les étudiants puissent les recontacter une fois qu'il y a eu cette première prise de contact. Anne, s'il vous plaît. Alors, une autre étape, effectivement, c'était de faire connaître le dispositif et les étudiants relais. Alors, on a passé beaucoup de temps au départ à concevoir des outils de communication et les étudiants relais, notamment le premier groupe, a effectué énormément de communication auprès de leurs pairs pour se faire connaître, pour dire on est là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. On est effectivement sur un principe de pair aidance avec l'idée que beaucoup d'étudiants en difficulté ne demandent pas d'aide, n'osent pas demander d'aide et ça on le constate encore aujourd'hui. Et l'idée qu'un étudiant s'adresse à un autre étudiant, on pense que ça peut faciliter effectivement cette démarche d'aller demander de l'aide. On a créé une page Instagram, Etubien 21. Alors actuellement, on est à 358 abonnés. Il y a des publications régulières qui sont effectuées sur cette page Instagram et c'est surtout un compte qui permet à des étudiants de prendre contact avec les étudiants relais et de demander de l'aide. Voilà, c'est une porte d'entrée qui est assez fréquentée. Les étudiants relais ont fait pas mal d'actions pour présenter le dispositif, notamment dans les amphithéâtres, à l'université et dans les écoles. Et au moment du travail d'aller vers, effectivement, l'idée c'est de dire, ben voilà, je te présente en quelques minutes le dispositif. Alors quand on intervient dans les amphithéâtres, ça dure très peu de temps parce qu'il ne faut pas gêner l'enseignant. Et dans les écoles, on a fait quand même une petite présentation qui peut durer jusqu'à une demi-heure. Voilà. Ces étudiants relais ont des contacts et des échanges aussi assez régulièrement avec les associations étudiantes et les professionnels présents sur le campus notamment. L'idée c'est effectivement, et cette année on a essayé de l'organiser un peu plus, d'être très régulièrement au contact avec les professionnels, les partenaires avec qui on travaille régulièrement, c'est-à-dire envoyer des mails quand on fait des orientations vers certains services de l'université. Je pense au service de santé universitaire, je pense aussi au centre de solidarité. Quand on leur oriente un étudiant en difficulté, on envoie un mail et puis on vérifie si l'étudiant est arrivé vers eux. Enfin, voilà. L'idée, c'était de renforcer les liens. Et puis, moi, j'avais envie de proposer aussi à certains partenaires que les étudiants relais soient présents à des moments donnés pour débriefer, pour prendre un petit peu la température, savoir si le travail que nous, on faisait en amont, ça fonctionnait de leur côté. Voilà. Actuellement, là, on est en train de renforcer des liens, notamment avec aussi les épiceries solidaires. Voilà. On participe régulièrement à des événements spécifiques organisés sur le campus ou dans certaines écoles. Donc, effectivement, on a participé à des journées de solidarité, à la première journée du bien-être, au mois sans tabac et puis au village associatif, notamment organisé au sein de BSB. Il a fallu, pour que les étudiants relais soient opérationnels et soient dotés d'un maximum d'informations sur les réponses à apporter aux étudiants, élaborer un plan de formation et d'information et surtout accompagner les étudiants presque au quotidien. Moi, je suis régulièrement en lien
avec eux depuis le début. Donc, j'ai mis en place un certain nombre de moments de formation et d'information et de sensibilisation pour que justement ils puissent être formés. Alors, il y a eu, du côté de la maison des ados, on avait mis en place avec le médecin de l'équipe une petite formation sur le repérage des signes du mal-être et des troubles psychiques du jeune adulte. On a présenté effectivement les différents acteurs du campus. Il y a eu beaucoup de rencontres de partenaires pour une meilleure connaissance des missions de chacun et notamment des modalités d'accès. C'est-à-dire que si on oriente quelqu'un vers le service de santé universitaire, c'est juste expliquer à un étudiant, tu peux y aller de telle heure à telle heure. Le mieux, c'est de prendre rendez-vous et tu auras effectivement un rendez-vous soit avec un médecin, soit... Voilà. L'idée, c'était vraiment d'informer le plus précisément possible sur le fonctionnement de toutes les instances qui existent. Certains étudiants ont été formés au PSSM, il y en a 5 l'année dernière qui ont été formés. Alors ça, c'est grâce à leur statut de salariés du centre hospitalier, puisque en les salariant du côté de la maison des ados, ils deviennent salariés du centre hospitalier La Chartreuse, qui est l'hôpital psychiatrique de Dijon. Donc, ils ont pu bénéficier, pour 5 d'entre eux, d'une formation PSSM. Et 2 étudiantes formées ont pu participer au premier forum national PSSM. Voilà, elles ont été interviewées. Si vous allez sur le site PSSM France, vous verrez l'interview de Clara et Anaïs. Voilà, l'accompagnement des étudiants relais, alors ça se fait assez... alors, moi, je les informe globalement sur les missions et les actions possibles de l'étudiant, et sur leur mission, en complément et en lien avec les différents services de l'UB, de l'IRTES et de BSB. Il y a des échanges réguliers sur les postures attendues d'un étudiant relais. Et puis, j'essaye de les voir assez régulièrement sur ce que j'appelle, moi, des réunions et des retours sur expérience. C'est-à-dire qu'on fait le point sur les messages qu'ils ont eu à gérer et comment ils ont pu être en contact avec les étudiants. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Voilà. Alors, de février à juin, on a eu une quarantaine de contacts d'étudiants. Et depuis le mois de septembre, là, je vous ai mis jusqu'à la fin du mois d'avril, on a eu 73 contacts d'étudiants. J'en ai peut-être oublié 1 ou 2. Parfois, c'est un petit peu compliqué de référencer tous les appels ou tous les contacts, puisque là, ces derniers temps, il y a eu pas mal de bouche à oreille. Ils ont été beaucoup contactés par Instagram, un petit peu via une adresse mail qu'on a mis en place également. Mais il y a un petit peu de bouche à oreille qui fonctionne sur les 2 derniers mois, c'est-à-dire que certains étudiants qui sont en contact avec des étudiants qui ne vont pas bien disent « Est-ce que tu sais qu'il existe l'équipe d'étudiants » ou « J'ai un copain ou une copine qui fait partie de l'équipe d'étudiants » et du coup, il y a des contacts qui se mettent en place comme ça. Voilà. Les étudiants relais peuvent être contactés aussi parce qu'on assure une permanence à la maison de l'étudiant à l'université qui nous accorde 2 fois par semaine une salle et donc les étudiants peuvent aller contacter aussi directement les étudiants relais grâce à cette permanence. Alors, les problèmes pour lesquels on est contacté, vous le voyez, ce sont des problèmes financiers beaucoup et de logement, des questionnements liés au cursus universitaire, des situations de mal-être, un ressenti d'isolement, sentiment de solitude. Beaucoup d'étudiants, alors beaucoup je dirais pas, mais en tout cas on a été assez surpris, notamment au mois d'octobre, il y a pas mal d'étudiants qui nous ont contactés pour nous faire part de leur mal-être et de leurs pensées suicidaires. Beaucoup de situations de stress, notamment à l'approche des partiels, des situations de deuil, difficultés familiales, des questions autour de leur orientation sexuelle, des troubles du comportement alimentaire, des vols de papier. On peut être effectivement aussi sur des questions assez pratiques. Voilà. Alors, il y a pour nous, de notre côté, des choses qui sont en questionnement par rapport à nos actions futures et à la place qu'on va pouvoir prendre et garder par rapport au schéma partenarial. On sait que l'Université de Bourgogne est en pleine restructuration, donc il y a la question peut-être de la place qu'on pourrait prendre au sein du schéma directeur de la vie étudiante. On en a déjà discuté avec Maxence Roulia et Karen Fiorentino, avec lesquels on est en lien sur l'Université de Bourgogne. Quelle place, effectivement, toujours dans l'idée d'être complémentaire par rapport au CLS de la métropole. La question de notre financement pour l'année 2024 et puis on a un projet un peu ambitieux mais peut-être effectivement de travailler à dupliquer ce dispositif dans d'autres départements en Bourgogne-Franche-Comté
et grâce au lien qu'on pourrait avoir avec les maisons des ados Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc ça c'est un petit peu nos projets en cours. J'ai terminé, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Karine pour cette présentation. Je vais peut-être laisser la parole à Anne pour le dispositif Éducare que je compléterai. Merci Margot. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Oui. Super. Donc, je vais passer rapidement. On en a parlé à plusieurs reprises du coup de ce programme. Donc, Éducare, hein, c'est un programme qui est entièrement numérique au départ pour prendre soin de sa santé mentale quand on est étudiant. Donc, concrètement, Éducare, c'est un programme en 8 modules, donc des modules en e-learning qui vont enseigner des stratégies pratiques qui sont validées par la science pour améliorer, prendre soin de sa santé mentale pendant les études. Donc, on a 8 modules thématiques. Un premier module centré sur la question de la santé mentale, où on va découvrir un petit peu cette notion de santé mentale et comment en prendre soin. On peut également faire des tests d'auto-évaluation pour un peu se faire un check-up, savoir si on présente des symptômes ou non sur les différentes dimensions reliées à la santé mentale. On a un module qui est spécifique sur la question de la gestion du stress, donc qui vise à amener l'étudiant à mieux identifier ses stresseurs, à apprendre à les gérer. Avec des techniques efficaces, hein, comme des techniques de relaxation, de pleine conscience ou ainsi de suite. On a un module sur la question de la procrastination, donc sur le fait de remettre les choses à plus tard, qui était vraiment une thématique prioritaire pour les étudiants dans le cadre de leurs études. Donc pareil, hein, qui vise à comprendre un peu ce phénomène et à découvrir des stratégies pour déjouer le cercle vicieux de la procrastination. Un module sur la thématique du sommeil, comment apprendre à mieux dormir, à changer ses comportements au quotidien pour avoir un impact positif sur sa qualité de sommeil. On a un module qui est vraiment centré sur la connaissance de soi, donc apprendre à identifier ses forces et comment les cultiver au quotidien. Un module qui est centré sur la question des émotions, comprendre ce que sont les émotions, à quoi elles nous servent et comment les gérer, que ce soit gérer des émotions désagréables, mais également apprendre à cultiver des émotions agréables au quotidien. Et enfin, on a un module sur la question des relations, donc comment apprendre à communiquer de manière efficace, à communiquer autour de ses besoins, de ses émotions, comment s'exprimer de manière assertive, mais également comment créer des nouveaux liens et comment cultiver des relations qui soient soutenantes, épanouissantes et donc positives pour notre santé mentale. Enfin, le dernier module, c'est un peu un module de synthèse, un module booster qui fait un peu le point sur toutes les stratégies qui ont été découvertes tout au long des modules et qui permet à l'étudiant un peu de faire le point sur ce qui marche pour lui et ce qu'il peut continuer de mettre en place au quotidien. Donc ce programme, hein, on a commencé à le construire avec les étudiants. Ça a été vraiment construit dans une démarche participative. On a commencé au début du second confinement et le programme a vraiment vu le jour, a été mis en ligne en avril 2021. Donc c'est un programme qui vise vraiment à renforcer donc les compétences d'adaptation, qui est basé sur des preuves, des interventions psychologiques validées, hein, comme les TCC ou la psychologie positive. Et bien sûr, qui a été aussi rendu possible hein, par le financement de l'ARS qui continue de nous soutenir dans cette aventure. Donc concrètement, un étudiant, quand il arrive sur notre programme, il va retrouver un certain nombre de contenus visant à l'informer, à développer ses connaissances. Donc il peut retrouver des témoignages d'étudiants, des vidéos éducatives et tout un ensemble de contenus interactifs qui va permettre d'avoir accès soit une information, on va dire, de manière allégée. S'il souhaite passer, il passe au contenu suivant. Et s'il veut aller creuser, développer un peu plus les informations sur un thème, il peut aller cliquer sur les différents éléments pour avoir du contenu supplémentaire. Il y a plein d'outils qui visent à améliorer la compréhension de son propre fonctionnement psychologique. Donc, ça peut passer par des questionnaires d'auto-évaluation, par exemple, pour évaluer la qualité de son sommeil, le niveau de son stress, ou ainsi de suite. Ça peut être des quiz avec feedback. Par exemple, on va évaluer ses comportements, son hygiène de vie quotidienne et voir dans quelle mesure
elle est favorable, ces habitudes sont bonnes pour notre qualité de sommeil ou non, et donc le logiciel va renvoyer un peu des feedbacks personnalisés en fonction de la réponse de l'étudiant. Donc on peut comme ça évaluer un peu ses réactions par rapport à des situations émotionnelles, ou encore évaluer ses comportements de procrastination, quelles sont les tâches qu'on a tendance à remettre à plus tard, ce qu'on fait à la place et quelles conséquences ça peut avoir pour nous. Et enfin, on a toute une partie qui est dédiée à l'action et donc qui vise à découvrir, apprendre, maîtriser de nouvelles stratégies, différentes techniques validées comme des exercices de relaxation musculaire progressive, des méditations audio, des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, des techniques de résolution de problèmes, comment cultiver ses forces au quotidien. En tout, dans le programme, on retrouve à peu près 40 stratégies différentes qui sont proposées aux étudiants. Et donc, le programme est disponible gratuitement sur simple création de compte à l'adresse qui est en bas de la diapo là, que vous voyez à l'écran, donc e-learning.ireps-pfc.org. Aujourd'hui, ce programme, on le décline en présentiel. Donc, je te passe la main, Margot. Ça marche. Oui, effectivement, c'est un programme qu'on décline en présentiel parce qu'on est convaincu de l'apport et des bénéfices du collectif sur le renforcement des compétences psychosociales de manière générale. Donc, c'était un peu une évidence pour nous de pouvoir adapter ce programme de promotion de la santé mentale en présentiel. Pour vous en parler très brièvement, c'est donc une session de 8 ateliers qui reprend donc les 8 modules d'environ 1h30, 1h45, qui reprend donc chacune des thématiques. Ils sont un peu tous faits de la même manière dans le sens où ils sont ritualisés. On a un brise-glace ritualisé pour favoriser les dynamiques de groupe, pour être à l'aise dans le groupe, pour pouvoir échanger en toute sérénité, j'ai envie de dire, et avec confiance et bienveillance. Les étudiants sont amenés à échanger autour de leur représentation, autour de la thématique abordée, autour des concepts abordés, et bien sûr d'expérimenter des techniques et des stratégies qui pourront eux-mêmes remettre en place dans leur vie quotidienne d'étudiants. Et c'est pour ça que dans ces ateliers, il y a des pratiques intersessions qui sont pas obligatoires, mais qui sont importantes pour favoriser le changement de comportement au quotidien. Et donc là, il s'agit bien pour l'étudiant de reprendre ce qu'on aura vu pendant l'atelier et de se l'approprier dans ce quotidien et d'en faire un temps ritualisé si ça l'intéresse. Je te laisse passer à la diapo suivante. Pardon, ouais, excuse. Pour vous donner en quelques mots, on a déjà déployé une session d'atelier plutôt dans une visée de recherche pour évaluer l'impact que ça a sur la santé mentale des étudiants. Mais bon, voilà, on peut déjà avoir un petit aperçu de la satisfaction de ces étudiants qui ont suivi ces ateliers. Donc, on a un étudiant, une étudiante qui nous dit que ça lui a permis de prendre conscience qu'elle était très stressée. Et donc que des choses se passaient et qu'elle n'y prêtait pas forcément attention et qu'elle ne prêtait pas forcément aussi attention aux signes de son corps. Et donc voilà, participer à ces ateliers collectifs, ça lui a permis de prendre ce temps d'introspection pour prendre une attention, pour faire attention à ce qui se passait dans son corps quand elle était stressée, parce qu'elle n'y prêtait pas attention avant. Une autre personne qui nous dit que les ateliers, c'était sa petite routine, que c'était sa safe place, qu'elle pouvait parler sans se sentir jugée, sans malaise et qu'elle y a trouvé de la bienveillance. Une autre personne qui nous parle du côté agréable des ateliers, qu'elle y a eu des belles rencontres, des belles personnes. Donc, tout ce qu'on souhaite pour les ateliers Educare. Et enfin, nous formons des professionnels à l'animation de ces ateliers. Voilà, en quelques mots, ça s'adresse à tout professionnel ou étudiant qui serait intéressé à animer ces ateliers. On sait l'intérêt du pair à pair, donc ça nous paraît pertinent de pouvoir diffuser l'information aux étudiants relais ou à des étudiants voilà, qui sont dans des associations étudiantes pour pouvoir animer ces ateliers-là. T'as fini? Ouais, pardon. Oui, j'ai fini. Pardon. Merci Margot.
Peut-être pour clôturer ce webinaire, faire le tour des questions qui sont posées dans le chat. Donc, je vois donc la dernière question. Quelle évaluation du programme EduCare, probant ou basé sur des méthodes probantes? Je te laisse répondre, Anne. Eh bien, très bonne question. Donc, à l'origine, le programme EduCare, c'est un programme basé sur les données probantes, hein, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur un ensemble de données issues de la littérature scientifique, des données sur le public, sur les professionnels, des expériences terrain. On a fait un peu une compilation de tout ça pour créer le programme EduCare. Sauf que bien sûr, comme il s'agit d'une nouvelle intervention, nous l'évaluons pour vérifier son efficacité. Donc le programme a déjà fait l'objet d'une étude pilote l'année dernière sur un faible échantillon, c'est-à-dire qu'on avait environ 20 à 30 étudiants par groupe, c'est-à-dire qu'on a comparé un groupe d'étudiants qui a suivi le programme EduCare pendant 8 semaines. Donc, on l'a évalué avant l'intervention sur des dimensions liées à sa santé mentale et après l'intervention. Et donc, on a comparé un autre groupe d'étudiants qui n'a rien fait de différent d'habitude, disons qui n'a pas suivi l'intervention, qu'on a évalué sur les mêmes dimensions. Donc, les résultats étaient plutôt prometteurs avec une diminution de la détresse psychologique, de l'anxiété et une diminution de la consommation d'alcool. Donc bien sûr, ces résultats doivent être confirmés pour être généralisés et aujourd'hui, le programme EduCare fait l'objet d'une recherche qui est financée sur 2 ans et qui est testée donc sur différents campus. On a 5 campus, enfin 3 autres viennent de nous rejoindre, donc on sera à 8 universités qui vont donc tester ce programme EduCare. On va évaluer l'efficacité donc sur un plus grand nombre d'étudiants, ce qui nous permettra du coup de confirmer ou non l'efficacité du programme, avec bien sûr des perspectives aussi en termes de levier et de frein à l'implantation, à la participation des jeunes. Merci, Anne. Une personne qui rappelle l'existence des psychologues de l'éducation nationale qui sont présents au pôle formation de vie universitaire et qui accueillent donc les étudiants sur rendez-vous. Merci pour ce rappel. Je fais le tour des questions en attendant. Est-ce qu'on a des données, des participations par département? Vous parlez de quel dispositif, du coup? Est-ce que vous parlez d'EduCare comme on vient d'en parler? EduCare, ok. Est-ce qu'on a des données de participation par département? Pas forcément, dans le sens où on essaye de récolter un minimum de données. Donc, en fait, la localisation géographique n'est pas du tout obligatoire sur la création de compte. Donc, elle n'est pas forcément rentrée. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, donc après 2 ans d'ouverture du programme, on a 2000 inscrits au programme, environ 70% d'étudiants et 30% de professionnels. Donc c'est vrai que les pros aiment beaucoup l'outil et s'en servent et les utilisent parfois avec d'autres publics, hein, comme des plus jeunes en lycée ou en consultation par les psys. Enfin, c'est une utilisation assez variée. Le programme a assez séduit les pros. Et sur ces 70% d'étudiants, c'est assez varié. Ça a commencé bien sûr en BFC, mais ça s'est vite déployé. Et en fait, on est en Normandie, en Bretagne, on est même en Belgique. Enfin, on a des collections qui viennent d'un peu partout en fonction de nos actions de communication, des personnes qui tombent sur le programme. Donc voilà, c'est assez varié. Merci Anne. Peut-être pour clôturer ce webinaire, une personne demandait si le webinaire allait être accessible en replay. Tout à fait, c'est pour ça qu'on enregistrait, donc le webinaire sera bien disponible en replay et le lien vous sera communiqué ultérieurement. Super. Eh bien, merci à vous aussi pour être venu à ce webinaire. Pour conclure, il y a plein de choses qui existent, plein de dispositifs qui existent et qui sont en complémentarité, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté.
Je vous remets le lien du référentiel dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès et vous souhaite une bonne après-midi si vous n'avez pas d'autres questions et si Anne, tu n'as pas d'autres mots de la fin à nous poser. Je te remercie Margot, merci à tous, à toutes pour votre participation, les échanges, vos questions. Et n'hésitez pas, on reste des personnes de contact si vous avez envie de passer à l'action, de compléter vos actions ou de les coordonner. Et je vous invite également à rester en contact, bien sûr, avec l'ARS. Merci Mathilde Delaune pour tes échanges et tes réponses aux questions. Merci à vous tous. Bonne fin de journée. Pour répondre à la question d'Alexandrine, je pensais que c'était répondu, mais effectivement, tout le monde a accès à la plateforme Éducaire. C'est en accès gratuit, donc que vous soyez étudiant, personnel de la fac, peu importe, vous y avez accès gratuitement. Merci encore et bon après-midi.